18 décembre 2015, Renault annonce son retour en Formule 1 en tant qu'écurie complète, avec un objectif simple, 3 ans pour les victoires, 5 ans pour les titres. Presque 10 ans plus tard, la situation de Renault devenue Alpine est désespérante. Un échec, presque humiliant. On va essayer de comprendre pourquoi. Instabilité managériale et technique, renouvellement permanent du plan, choix contradictoires, image plus importante que le sportif, perte de popularité, manque d'engagement du groupe Renault. Tels sont les points clés d'un échec, d'un fiasco. En 2025, si sportivement, Alpine n'est pas l'écurie la plus à plaindre, elle est peut-être la pire équipe de la grille au vu de ce qu'elle aspire à devenir. Oliver Rooks vient de démissionner, signe probable de désaccord avec Flavio Briatore, le vrai leader de l'écurie depuis presque un an. Si Pierre Gasly fait office de pilote solide, la situation du deuxième baquet est inquiétante. Jack Doohan cède dans sa place à Franco Colapinto. Soit. Revenons 10 ans en arrière, et même plus. En 2010, Renault était toujours en Formule 1, mais sa situation n'était pas très enviable. Souffrant des conséquences du Crashgate de Singapour 2008, orchestré par Flavio Briatore et Pat Symonds, la marque aux losanges cherchait à s'en aller. Racheté par la structure Gravity, le constructeur Renault ne disparaissait finalement qu'en fin de saison 2011, après une année à l'identité assez particulière. Changement de nom pour devenir Lotus. Si pendant 2 saisons, l'écurie d'Enston brille en noir et or grâce à une voiture bien née et très efficace avec les pneus, en témoignent les 2 victoires de Kimi Räikkönen, en coulisses, les choses s'aggravent. Lotus s'endette et entre en crise dans une époque où la F1 était nettement moins bankable qu'aujourd'hui. L'une des raisons de cet endettement étant le salaire de Kimi Räikkönen, payé au nombre de points marqués. Et en 2012, il a fini 3ème du championnat. Ça pique, et le Finlandais s'en va même avant la fin de saison 2013. Et en 2014, Lotus foire complètement sa transition réglementaire, vraiment pas aidé par son moteur Renault. C'est d'ores et déjà un tournant et un point clé de cet échec. Viry-Châtillon rate sa transition et s'avère être le moteur le moins puissant. Bon. Dans ses premières années du V6 turbo-hybride, Mercedes était largement devant. Quant à Ferrari, c'était un petit peu mieux que Renault. Bref, une saison 2014 à oublier et en 2015, l'écurie d'Enston abandonne même les moteurs français pour les moteurs Mercedes. Le bilan sportif est un petit peu meilleur, l'écurie passe de 10 à 78 points inscrits et surtout, un podium pris par Romain Grosjean à Spa. 6ème du constructeur, mais en coulisses, c'est toujours très délicat et des rumeurs de rachat de Renault se font entendre. Renault hésite un moment avant de finalement décider de s'engager. L'annonce est en fait en décembre. Et là, ce n'est pas idéal car il récupère une écurie qui n'est pas en bonne santé financière. Une écurie criblée de dettes aux résultats sportifs décevants malgré une amélioration. Mais on se laisse du temps, 3 ans pour les victoires et 5 ans pour les titres. Bien sûr, autour de ce rachat s'accompagne une importante communication autour du retour du losange en Formule 1. Pour le coup, c'est totalement normal. Ce qui motive un constructeur à entrer en Formule 1 et plus largement en sport automobile, c'est l'aspect commercial car le sport est une belle vitrine. Pour eux, la passion n'est que secondaire, voire tertiaire. Mais pour réaliser ces objectifs, il faut du temps et surtout, il faut des moyens techniques, financiers et humains. Regardons qui est à la tête du programme Renault F1 en 2016. Déjà, à la tête du groupe Renault, c'est Carlos Ghosn et ça aura son importance plus tard. Aux commandes de l'équipe, 3 hommes. Jérôme Stoll, président de Renault Sport, issu de la bureaucratie de la marque aux losanges. Cyril Abitboul, ingénieur ayant été au préalable aux commandes de Caterham puis de Renault F1 dans la période uniquement consacrée au moteur. Et enfin, Frédéric Vasseur, ex-ingénieur, fondateur de la prestigieuse écurie Hart qui débarque dans l'élite. S'ajoute à ce trio des noms comme Alain Prost en conseiller technique et le retour de Bob Bell au poste de directeur technique. Bob Bell étant l'ingénieur qui a dessiné les Renault champions du monde en 2005 et 2006. Côté pilote, Renault récupère Kevin Magnussen et assure la promotion de Jolyon Palmer, champion GP2 en 2014. Donc une paire peu enthousiasmante, il faut se le dire. Mais le pire, c'est que 2016 est déjà perdu d'avance. En quelques semaines, Renault réadapte la Lotus de 2015 et y intègre un moteur Renault pas prévu pour cette auto. Moteur rendant environ 40 chevaux au Mercedes. Bref, comme prévu, 2016 est un échec. Une année presque pour rien, marquée par le départ de Frédéric Vasseur, en contradiction avec les décisions de Renault et manquant de place pour s'exprimer. Déjà, on sent quelque chose, même si on a encore plein d'espoir. Et c'est normal, c'est que le début.
2016 est donc une année à oublier, mais ça, on le savait. Les changements de réglementation 2017 donnent de l'espoir, et c'est une belle occasion de gratter quelques places dans la hiérarchie, et il faut dire que c'est encourageant. Déjà, côté pilote, Renault se renforce avec l'arrivée de Nico Hülkenberg, l'un des tout meilleurs pilotes hors top team qui intègre enfin une écurie d'usine. Puis, plus tard dans la saison, le losange récupère Carlos Sainz à la place du très décevant Jolyon Palmer. Donc, ça va dans le bon sens, et techniquement, Renault confirme les progrès avec des entrées dans les points régulières, mais ça reste très loin des trois top teams que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull. Red Bull, motorisé par des moteurs de Viry-Châtillon, a inscrit 368 points contre 57 pour Renault. Au-delà de mettre en avant la faiblesse de l'unité de puissance française, la simple comparaison entre ces deux équipes met bien en avant le retard que doit combler Renault pour jouer la victoire, qui, selon le plan, doit arriver en 2018. Et si, effectivement, ça progresse, Renault marquant 122 points et prenant la 4ème place au championnat constructeur, assez nettement devant Haas, les premières places sont inatteignables. Donc ça progresse, mais pas assez. Une des principales causes, c'est le groupe Renault qui n'investit pas assez dans son écurie de Formule 1 par rapport aux trois top teams. C'est problématique et techniquement, Renault est en retard. Les infrastructures d'Enston ne sont pas les plus modernes et quelque part, Renault paie le retard pris par Lotus. Manque de ressources financières plus manque d'infrastructures, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Puis, il y a l'aspect politique avec une affaire qui ralentit le développement de l'écurie de Formule 1, l'affaire Carlos Ghosn. Le président du groupe est en proie à d'importants soucis juridiques, et l'organigramme du siège évolue. Le constructeur passe par beaucoup de chamboulements, et pendant plusieurs mois, c'est le feu dans les hautes sphères du losange. Et bien sûr, ça se répercute sur l'écurie de Formule 1. Alors, en 2018-2019, même s'il y a du retard sur le programme, il y a encore de l'espoir. L'arrivée de Daniel Ricciardo en témoigne, vainqueur de 7 Grands Prix avec Red Bull et pilote ayant une très bonne cote. Mais en réalité, Renault n'est pas prêt à accueillir un pilote de ce calibre. Bon, il se trouve que Ricciardo sera également un petit peu décevant. Mais bon, la voiture ne progresse pas, elle semble même régresser en 2019, et les problèmes au sommet de la pyramide ne permettent pas de réaction immédiate. C'est un des autres problèmes fondamentaux de l'écurie de Formule 1. Elle dépend d'un groupe gigantesque et sa chaîne de commandement est trop grande, trop lente. En Formule 1, il faut aller vite pour être compétitif. Il faut prendre des décisions rapides et ça se fait si le cadre le permet. C'est le cas des meilleures équipes, Red Bull étant sûrement le meilleur exemple. Pas de chichi, si une chose ne va pas, on la corrige de suite. Chez Renault, c'est lent, alors qu'on s'ajoute à ça tous les autres problèmes qu'on a énumérés, ça ne peut pas marcher. S'il y a encore des raisons d'espérer des jours meilleurs, le bilan est tout de même décevant. Aucun podium depuis 2016 et des points essentiels à améliorer. Si l'on parle que de la voiture, il y a bien sûr le moteur qui est le dernier de la grille, Honda étant passé devant et Red Bull a même lâché le losange. Mais le moteur n'est pas le seul élément technique en retard, car côté châssis, ça traîne un petit peu. En 2019, McLaren, équipé du moteur Renault, termine 4ème du championnat constructeur, avec 145 points contre 91 pour les jaunes et noirs. Mais 2020 est probablement la meilleure saison de Renault depuis leur retour. Une saison où la voiture semble corriger les défauts de sa devancière, mais ça reste loin des objectifs du groupe. À savoir la victoire. En 2020, Renault devait jouer le titre, mais ne prend finalement que 3 podiums. Des résultats embellis par la méforme de Ferrari qui laisse une place dans le top 3 final. Mais Renault échoue dans cette conquête, battu par McLaren et par Racing Point. Aux problèmes structurels, financiers et techniques s'ajoutent des problèmes opérationnels. Si l'écurie est capable de belles choses, elle passe parfois à côté de ses week-ends, manque des occasions et ne maximise pas tout. En soi, l'écurie n'est pas prête à gagner et Renault n'a que trop peu progressé depuis 2017. Bilan, le team principal, Cyril Abiteboul, est remercié. Beaucoup critiqué par l'opinion publique, il se trouve qu'Abiteboul n'était pas si mal, voire, et ce n'est que mon avis, plutôt bon dans ce rôle. Il n'avait juste pas les outils pour y parvenir. C'est alors qu'on entre dans un nouveau chapitre, le chapitre Alpine. En 2021, Renault devient Alpine. Un changement d'image important qui incite à un renouveau. Le losange a échoué, le A fléché doit réussir. Le fait est que c'est la même chose, mais disons qu'on est prêt à donner une nouvelle chance à ce projet. Surtout qu'il y a quelques petites raisons de s'extasier. Car s'il y a une chose où Renault et Alpine peuvent se vanter, c'est sa paire de pilotes. Depuis que Palmer a été renvoyé, les line-up sont bons.
Hülkenberg-Sainz, Hülkenberg-Ricciardo, Ricciardo-Ocon et maintenant Ocon-Alonso. Ouais, sauf que l'écurie n'a jamais été capable de tenir le même line-up 2 saisons d'affilée à ce moment-là. Donc ça témoigne des problèmes de l'écurie qui dans le fond ne convainc pas. Notons que le poste de directeur technique a changé. Bob Bell a changé de rôle durant l'année 2018 et il a été remplacé par Nick Chester, lui-même remplacé par Pat Fry. Des changements, toujours des changements. À la place de Cyril Abiteboul, c'est maintenant Marcin Budkowski. Le franco-polonais a rejoint l'écurie un petit peu plus tôt et devient maintenant le team principal. Notons l'arrivée de Laurent Rossi à la tête d'Alpine. Nouvelle tête, nouveau projet, mais problèmes similaires. La 521 n'est qu'une adaptation de la RS20 et l'équipe joue toujours dans le peloton, loin des meilleurs. Alonso et Ocon réalisent une belle saison, l'Espagnol prenant tout ce qui est possible de prendre, quand le Français se renforce et résiste au double champion du monde. Et en Hongrie, dans un Grand Prix au scénario très particulier, Alpine s'impose en Formule 1. Une victoire, c'est beau, mais il ne faut pas le nier, c'est une victoire qui n'aurait pas dû arriver. Mais elle est là et elle montre que parfois l'équipe est capable de bonnes choses. L'aspect opérationnel d'Alpine ce jour-là était parfait pour permettre à Ocon de triompher. Donc oui, parfois il y a du bon, voire du très bon, mais tout ceci n'est que trop isolé dans un océan de médiocrité. Alors, il y a encore du changement en 2022. Nouveau prétexte pour énoncer de nouveaux objectifs. Marcin Budkowski est remercié et remplacé par Otmar Szafnauer, ex-leader de Racing Point et d'Aston Martin. Ce n'est pas tout, Bruno Famin prend la tête du département moteur à Viry-Châtillon. S'ajoutent à ça les départs d'Alain Prost et de Rémi Taffin. Nouvelle tête, nouveau projet, mais problèmes similaires. J'ai déjà dit ça, non? Puis, la communication laisse à désirer. À la veille de la nouvelle réglementation, Renault Alpine vantait son avancée sur les nouvelles monoplaces, laissant entendre qu'enfin, ils allaient briser ce plafond de verre et rejoindre les top teams. Un manque d'humilité à la française qu'on a déjà vu par le passé avec différents constructeurs, et même dans le présent. Car non, la 522 n'est pas révolutionnaire. Loin de là. Alpine se bat toujours dans la même zone, pour la place de meilleur des autres. Et après 3 saisons coincées à la 5ème place des constructeurs, Alpine retrouve la 4ème en 2022. Ouais, mais en réalité, ça vaut la 5ème, car McLaren était devant. Sur le plan technique, mais aussi sur le plan opérationnel. Les Bleus ont juste profité des déboires de Daniel Ricciardo, ne marquant que 37 points contre 122 pour Norris. 2022 n'est pas meilleur, et en 2023, les Bleus tombent dans le ridicule. En coulisses, c'est le bordel chez Alpine. Je ne saurais trouver meilleur mot pour qualifier tout ce foutoir. Manque de performance, châssis et moteur en deçà des attentes, manque de moyens financiers, le groupe n'investissant pas davantage, et lutte de pouvoir en interne. Clairement, ça ne va pas dans la bonne direction. Si Alpine sauve tant que faire se peut les apparences, en interne, on comprend que le projet va droit dans le mur. Un des témoins étant bien sûr le départ de Fernando Alonso, dont les ressentiments envers son équipe n'ont fait que s'accentuer au fil des mois. Autre témoin, l'affaire Piastri. Oscar Piastri était la pépite du A fléché, mais la gestion de son dossier a été calamiteuse, voire scandaleuse à ce niveau de compétition. D'une part, ils n'ont pas trouvé de volant à l'Australien pour 2022, et surtout, ils ne l'ont pas sécurisé. Bilan, le clan Piastri, sur conseil avisé d'Alonso et vraisemblablement de Flavio Briatore, est allé voir ailleurs et a finalement atterri dans les bras de McLaren. En 2025, on sait à quel point ce choix a été judicieux. L'affaire Piastri est une humiliation pour l'écurie française et qui finalement ne s'en sort pas trop mal en récupérant Pierre Gasly. L'occasion de faire une belle communication autour d'un line-up 100% français, mais cette confrontation ne va pas très bien se passer. C'était prévisible. Entre 2023 et 2024, c'est le chaos et de nouveau, des têtes tombent. L'écurie est incapable de se pérenniser et ne peut donc pas espérer rejoindre les plus grands de la discipline. Laurent Rossi est remercié, puis vivement critiqué après son départ. Son style de management étant sévèrement pointé du doigt. Puis, pendant l'été, c'est l'hécatombe. Otmar Szafnauer, Pat Fry et Alan Perman sont priés de s'en aller. Rien ne va plus chez Alpine, et c'est un nouvel aveu de faiblesse. Bilan, Bruno Famin se retrouve à la tête de l'équipe. Notons également le départ de Bob Bell. Tous iront de leurs commentaires assassins envers Alpine, disant à quel point cette écurie n'est pas taillée pour la gagne. Puis, en fin de saison, Alpine voit plusieurs personnalités publiques investir dans l'écurie, ce qui peut faire doucement sourire. Oui, car le siège n'a toujours pas sorti le chéquier. Oui, bon, il y avait déjà le budget cap, mais malgré tout, le manque d'investissement se fait sentir. Alors, en 2023, de manière très ponctuelle, nous avons eu des raisons d'y croire. En témoignent les podiums d'Ocon à Monaco et de Gasly à Spa en sprint et à Zandvoort.
Mais ce n'est que trop bref. Et puis surtout, Alpine voit ses rivaux d'autrefois rejoindre les top teams, McLaren et Aston Martin, et l'écurie d'Enston ne termine que 6ème avant de sportivement s'effondrer en 2024. Conséquence d'un nouveau renouvellement technique? Peut-être. Certainement. Matt Harman succède à Pat Fry et la 524 est un désastre. L'une des pires voitures de la grille. Dans ce chaos, un homme très controversé fait son retour dans le paddock. Flavio Briatore, proche de Luca De Meo, le président du groupe Renault. Un retour qui fait débat tant les méthodes de Briatore sont particulières. Très souvent sur la ligne jaune, et parfois au-delà. Au cœur de plusieurs scandales dont le plus marquant reste le Crashgate, où en conséquence, l'Italien a été banni à vie de toute activité en F1 ou au sein de championnat FIA, avant de voir sa sanction drastiquement diminuer en appel. De notre côté, l'écurie d'Enston a gagné qu'avec Briatore à sa tête, 1994 et 1995 avec Schumacher, 2005 et 2006 avec Alonso. Jusqu'alors, Alpine est toujours parvenue à soigner un minimum son image, mais en 2024, elle est sévèrement atteinte. Retour de Briatore, abandon de Viry-Châtillon, gestion du cas Ocon et énième renouvellement de projet. Un an après avoir pris la tête de l'équipe, Bruno Famin est remplacé par Oliver Oaks. Mais le jeune Britannique sera bien malgré lui le témoin de nouvelles divergences en interne. Pris de court après le Qatar lorsqu'on lui demande si Ocon sera présent à Abu Dhabi, et démissionnant de son poste au moment où Jack Doohan est remplacé par Franco Colapinto. Puis sa situation était un petit peu bâtarde, car on a tous compris que celui qui tirait les ficelles depuis le début, c'était Flavio Briatore. Là, ça devient juste officiel. Le Grand Prix du Brésil 2024 est bien isolé dans tout ce ridicule. Un résultat qui nous laisse entrevoir ce qu'aurait dû être cette équipe. Une équipe plaçant ses deux pilotes sur le podium. Une équipe luttant pour les victoires et les titres. On en est bien loin. Jusqu'alors, le point fort d'Alpine était ses pilotes, et si Gasly est une solide référence, le deuxième baquet laisse à désirer, et il est le dernier témoin d'une écurie en grande difficulté. Doohan, Colapinto ou Aaron, sans vouloir leur faire offense, ce ne sont pas des pilotes pour jouer des titres. Choix contradictoires, changement de plan permanent, perte de pilotes, perte de popularité inquiétante, manque d'engagement du groupe, instabilité managériale et technique, tels sont les points clés du fiasco Alpine F1. Mais pour mettre en avant l'absurdité et l'instabilité de cette équipe, on va la comparer aux autres depuis 2016. Bon, la F1 ça change, et quasiment toutes les équipes ont eu des changements à 3 postes clés, à savoir le président, le team principal et le directeur technique. Seules exceptions, Red Bull et Mercedes où Christian Horner et Toto Wolff n'ont pas bougé. Cela dit, Renault est une écurie qui a beaucoup bougé, comme on l'a vu. 7 teams principales différents, soit 3 de plus que Sauber et Aston Martin, les deuxièmes moins stables. Quand on compare ce qu'ont fait les Safnauer ou Famin dans d'autres équipes ou catégories, on se dit qu'un an n'est pas assez pour prouver sa valeur. Il faut 3 ans à un directeur d'équipe pour vraiment voir des changements. 2 ans minimum. Concernant les directeurs techniques, c'est assez parlant. C'est un poste qui est amené à changer assez régulièrement, mais il faut dire que là aussi, Renault est maître dans le domaine, avec 5 directeurs différents. Un de plus que Williams deuxième. Et là où c'est intéressant, c'est le cas Pat Fry qui réalise un très bon travail chez Williams depuis son départ de chez Alpine, révélateur de la performance en interne du A fléché. À l'heure où j'écris ces lignes, Alpine est 9ème du championnat constructeur, la même place qu'ils avaient atteint en 2016 pour leur retour. Dans l'absolu, ils peuvent espérer prendre la 6ème place, voire dans une saison idéale à partir de maintenant, la 5ème. Mais pourrait-on dire que c'est suffisant? Non. Ils étaient 6ème en 2017, 4ème en 2018. Alpine en F1, c'est aujourd'hui un fiasco où les espoirs ont été balayés année après année. Reste-t-il encore une raison d'y croire? Oui, une infime, qui réside dans les règlements 2026. Mais à quel prix? Ouais, à l'image de mon t-shirt, ce projet en a pris un coup. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Attention décalage, c'est marqué la date d'édition de cette image juste en dessous. Et sinon, je vous invite à aller voir en description parce qu'il y a des liens, et pas n'importe quel lien, les liens de Mezzarino à Contretemps. Je vous le répète à chaque fin de vidéo, et ça y est à chaque début, mais vraiment, voilà, c'est mon bébé quoi, c'est mon premier roman, donc je vous invite à aller le lire. Les retours, si ça peut vous rassurer, si vous hésitez à l'acheter, les retours sont très bons, ça fait très plaisir, donc merci beaucoup, merci à ceux qui l'ont acheté, à ceux qui l'achèteront et à ceux qui l'ont lu, ça fait plaisir, mais voilà, surtout, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine, des bisous.